C'est le second débat de la soirée sur France 24, un débat auquel vous pouvez évidemment toujours participer via les réseaux sociaux. Lech Walesa a-t-il été un agent des services spéciaux sous le régime communiste? Eh bien, la télévision publique polonaise a produit aujourd'hui des documents, mais sans examen graphologique, des documents qui prouveraient bien que Lech Walesa aurait été cet espion qui opérait sous le nom de Bolek dans les années 70. L'ancien président et prix Nobel de la paix dément toute collaboration. Il assure que ces documents sont faux. Pourquoi cette affaire sort-elle maintenant? Est-elle crédible? Eh bien, on en parle avec nos invités. Avec vous, Georges Minck, bonsoir. Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS, professeur permanent au Collège d'Europe de Varsovie et auteur de cet ouvrage, La Pologne au cœur de l'Europe. Et c'est aux éditions Buchet-Chastel. Et vous avez rencontré en tout cas Lech Walesa. Vous en parlerez tout à l'heure. Piotr Moszynski, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste au service Pologne de RFI, Radio France Internationale, et spécialiste de la Pologne, pardonnez-moi, de RFI, de Radio France Internationale, et collaborateur au Gazeta Wyborcza, qui est donc un quotidien. C'est le plus grand journal. Journal quotidien polonais. Avant de commencer ce débat, eh bien, on va tout de suite écouter Lech Walesa, l'ancien président polonais, prix Nobel de la paix. Il a donné une conférence à Caracas, c'était jeudi dernier. J'ai obtenu beaucoup grâce à ces discussions qu'on essaie de discréditer maintenant. Si j'avais choisi une autre voie, on aurait peut-être fini comme l'Ukraine, ou même pire. Georges Minck, qu'est-ce qu'on reproche exactement à Lech Walesa? On veut comprendre ce soir. D'abord, il faut dire qu'il y a eu soudainement l'apparition d'un ensemble de documents du passé. Et dans ces documents, apparemment, il y a des documents qui auraient attesté du fait que pendant que Walesa était un jeune ouvrier d'une vingtaine d'années, et ça correspondait aussi à une révolte ouvrière, la police politique lui a demandé de collaborer. Apparemment, il était pendant un bref moment en accord avec cela et il a effectivement collaboré. Et donc on lui reproche cela aujourd'hui, mais dans un contexte très particulier du changement politique en Pologne. Et ceci explique cela. Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas par hasard que sort cette affaire aujourd'hui. Piotr Moszynski, est-ce qu'elle est crédible, cette affaire? Est-ce qu'elle choque les Polonais? Parce que moi, si j'entends Georges Minck, il a l'air finalement de dire que cette affaire n'est pas... il ne faut pas s'en offusquer. Surtout qu'elle était connue. Parce que c'était très, très court et que c'était connu. C'est exact? Ce qui est nouveau maintenant, oui, c'était connu. Ce qui est nouveau, c'est le nombre de documents qui ont été sortis d'un seul coup. Car c'était les archives retenues par l'ancien ministre de l'Intérieur de l'époque communiste, le général Kiszczak, qui est décédé en novembre, et sa veuve a apporté ces documents, d'abord un seul à l'Institut de la mémoire nationale, mais 2 heures après, toute une équipe de procureurs s'est présentée à son domicile pour chercher les autres documents, et ils en ont trouvé plus de 750. Donc vous voyez... Vous voulez savoir si c'est crédible. Eh bien, quand on a 750 documents en face, il faut un temps énorme pour vérifier la véracité des faits et surtout l'authenticité des signatures. Oui, mais même si c'était vrai, si c'est vrai, et Georges Minck dit c'est vrai, mais c'était sur un laps de temps très court et c'était connu des Polonais, est-ce que c'est le cas? Donc les Polonais aujourd'hui ne sont pas choqués. Finalement, c'est nous de l'extérieur, on se dit quand même ce prix Nobel de la paix, président quand même polonais qui a fait tomber le communisme en Pologne, nous ça nous fait sursauter, mais pas les Polonais. Mais les Polonais sont très divisés pour des raisons politiques. Mais ils le savaient, ils connaissaient cette affaire. Ils le savaient. Mais il les interprétait de 2 façons différentes. Il y a une frange politique qui soutient l'actuel gouvernement du Parti droit et justice, qui dit que les documents prouvent que tous les systèmes politiques qui est sorti de l'époque de la rébellion de Solidarité et de la table ronde de 1989 est basé sur la collaboration des dirigeants de Solidarité avec les dirigeants communistes, voire avec les services secrets. Et ça, c'est choquant, au moins du point de vue moral. Et les autres disent, bon, ok, Walesa a peut-être collaboré, c'est peut-être vrai. Et alors? C'est-à-dire, après, il a su se relever, il a su aider non seulement lui-même, mais les autres, les millions d'autres, et donc mener un mouvement
anticommuniste, le plus grand mouvement anticommuniste dans le monde, et il est arrivé à aider. Donc finalement, ce qui est le plus important pour les Polonais, c'est finalement la fin de l'histoire, c'est-à-dire la liberté pour la Pologne, se libérer du joug communiste. Georges Minck, vous dites que c'est pas arrivé par hasard. Finalement, aujourd'hui, ça arrange le parti au pouvoir, le parti droit et justice de Jarosław Kaczyński, que ces documents sortent aujourd'hui. Oui, alors même si ce n'est pas voulu manipuler, parce que c'est vrai qu'il y a cette petite histoire anecdotique de la femme du ministre de l'Intérieur qui se présente avec un document en demandant en contrepartie de l'argent, d'ailleurs. C'est la veuve du général, c'est ça qui a sorti les documents. Absolument. Le problème, c'est que ça tombe dans un contexte politique très particulier où un des projets du pouvoir droit et justice et de M. Kaczynski, qui est à la tête de ce mouvement, c'est de changer le cours de l'histoire, en fait, changer de narration historique. Parce que ce sont des gens qui se sentaient exclus de ce processus, d'une certaine façon, qui réellement n'y ont pas vraiment toujours participé et qui aujourd'hui demandent la revanche. Donc, noircir l'image de quelqu'un comme Wałęsa, ça sert ce projet, évidemment, parce que ça veut dire, et mon collègue l'a très justement souligné, que Wałęsa était peut-être, on le faisait chanter pendant toute la période qui a suivi, en réalité, son refus de collaborer. C'est-à-dire cette période où il s'est opposé au pouvoir communiste, il a mené les troupes à la victoire, il a organisé la table ronde qui a permis une sortie pacifique, il ne faut pas l'oublier, de ces régimes autoritaires. Piotr Moszynski, Lech Wałęsa, donc, qui a démenti, qui a dit voilà, c'est faux, ces documents sont faux, mais qui a tout de même dit, et c'était une phrase assez sibylline, j'ai commis une erreur, cette erreur va être révélée bientôt parce que l'instigateur de cette erreur est toujours en vie. Alors, il faisait référence à quoi ? Plutôt à qui ? On ne sait pas. À quoi ? À qui ? Quelle est l'erreur et quel est l'instigateur ? Est-ce qu'on a un peu une idée quand même ? Il faudrait franchement tomber dans l'analyse psychologique de Lech Wałęsa. Mais il dit j'ai fait une erreur. Grosse erreur. Mais il change de version assez souvent. Mais c'est pas très bon signe ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas trop le croire. J'ai fait une erreur, soit il dit tout est faux, je nie en bloc. Et je crois qu'il est dans une situation très difficile à l'intérieur de lui-même pour se dire il a ce sentiment d'être vraiment une icône, quelqu'un de vraiment grand, qui a fait des choses énormes. Et c'est vrai. Mais en même temps, il sait peut-être que ce document témoigne de son erreur, de l'époque où il avait 27-30 ans, et où il était vraiment... où les services secrets l'ont fait chanter. Donc, ils l'ont fait chanter comment ? Ils lui ont dit quoi, les services secrets ? Il faut se souvenir qu'au moment où il a signé son accord de collaboration, c'était décembre 1970, et la date de sa signature éventuellement authentique, c'est le 19 décembre, c'est-à-dire 2 jours après le massacre de plus de 40 ouvriers à Gdańsk et Gdynia. Donc, il était arrêté, il était interpellé en sachant que l'on tire dans la ville, que le pouvoir est absolument déterminé à tuer s'il le faut. Donc c'est dans cette situation, dans ce genre d'entourage, d'ambiance psychologique, qu'il a été obligé de collaborer. Mais alors, est-ce qu'il a collaboré, Georges Minck, de manière très sérieuse, entre guillemets ? Est-ce que ça a été un bon collaborateur ? Ou est-ce qu'il a fait semblant de jouer le jeu ? C'est une personnalité complexe, certainement. Mais ce qu'il faut effectivement souligner, c'est que dans la période où il a signé ce papier, il était seul. C'était un ouvrier isolé, avec peu de moyens de comprendre et analyser la situation. Il n'y avait pas encore ce soutien des intellectuels qui est venu plus tard, et d'autres ouvriers. Cette solidarité ouvrière qui s'est créée au fur et à mesure n'existait pas. Il ne connaissait pas ses droits, il ne connaissait pas ce qu'en face on pouvait faire de lui. Donc il était sous cette menace pressante. Mais en même temps, c'était un ouvrier très particulier, très malin, qui cherchait à biaiser. En fait, il pensait qu'il se prêtait à un jeu
avec des gens d'en face. Et le jour où il a compris que ça allait trop loin, il a dit « je souhaite arrêter tout cela ». Mais là aussi, assez maladroitement, parce qu'il a dit « je souhaite l'arrêter parce que vous ne me payez pas assez ». Il a trouvé ce prétexte pour le dire. Moi, je l'ai rencontré, je sais comment il fonctionnait dans sa tête. C'était vraiment un produit pur du socialisme. Les ouvriers étaient comme ça, d'une certaine façon. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en même temps, en lui-même, il a trouvé des ressources extraordinaires du charisme, puisqu'il était capable à la fois de surmonter cette condition culturelle dans laquelle il était, mener les troupes à la victoire, c'était pas rien, et à des moments critiques particuliers où la situation aurait pu tourner complètement dans le sens opposé, notamment au moment de la loi martiale imposée par les généraux polonais pour mater le mouvement des Solidarność, il a su dire non. On a voulu qu'il joue le rôle de Quisling, qu'il se mette à la tête d'un syndicat parallèle Solidarność pour trahir ses camarades, et il a dit non. Et ça, ce sont des points qui témoigne davantage de sa véritable personnalité de leader politique. Et ce que vous pensez que c'est ce que les Polonais retiennent de lui encore aujourd'hui, malgré ces documents, hein. Voilà, mais malheureusement, la Pologne aujourd'hui est très divisée et l'élite au pouvoir aujourd'hui joue cette division et sans doute ça sert cette élite que de noircir l'image de Wałęsa. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs cette affaire est très médiatisée, puisque c'est la télévision publique polonaise qui a révélé tout à l'heure ces documents. Donc il y a une vraie volonté aujourd'hui du pouvoir de noircir le personnage et de cliver encore un peu plus la société polonaise? Oui, exactement. L'objectif, évidemment, c'est d'attirer le plus possible des gens dans son camp et les faire douter de l'autre camp. Et les résultats, sans doute, vont se faire ressentir dans les sondages. Vous pensez aussi, Pierre Moszynski, que le pouvoir a une carte à jouer, le parti Droit et Justice, et que ça pourrait tourner à son avantage en utilisant une pareille affaire? C'est une évidence. En tout cas, dans l'électorat de Droit et Justice, ça joue à merveille. Ça se voit. Mais personne ne garde en mémoire quand même ce que fut cet homme et ce qu'il a fait pour la Pologne. Est-ce que ce n'est pas plus fort, finalement, cet héritage-là? En dehors de l'électorat de Droit et Justice, évidemment, si. Évidemment. Et d'ailleurs, ça se voit sur Internet. Quand vous regardez les forums Internet, il y a plein de gens qui soutiennent très ouvertement Wałęsa. Mais il y a une question du côté du pouvoir actuel, une question déontologique énorme qui se pose dès aujourd'hui. C'est que imaginez en France que l'on jette au public des centaines de documents concernant un ancien président sans la moindre vérification graphologique, historique, professionnelle. Ce serait un scandale extraordinaire. Et je crois même que personne n'oserait le faire. Et on ose le faire en Pologne en espérant justement de créer un certain capital politique autour de cette affaire pour, comme a très justement remarqué Georges Meunk, pour construire une nouvelle république. Et on dit en Pologne la 4e République version polonaise. Une république autoritaire, je vous pose la question parce que la Pologne s'est fait remonter récemment les bretelles par la Commission européenne, a voulu changer, donc faire une réforme du tribunal constitutionnel et reprendre en main également les médias publics. On va vers une république autoritaire en Pologne? Autoritaire et populiste, malheureusement. Oui, tout à fait. On a récemment fait sauter tous les éléments du contre-pouvoir démocratique qui existent dans les démocraties modernes, dites libérales, n'est-ce pas, notamment le tribunal d'une part, qui est celui qui garantit la conformité des lois à la Constitution, mais aussi on s'est débrouillé pour manipuler les services civils, c'est-à-dire l'élection des différents cadres de l'administration. On a repris en main les médias publics, ça ressemble terriblement à ce qu'était le média public en France du temps de l'ORTF et d'Alain Perfit, où il suffisait un coup de téléphone pour obtenir le communiqué qui arrangeait l'Élysée. C'est exactement ça ce qui se passe. Heureusement, évidemment, c'est une société beaucoup plus développée que la France de l'époque. Il y a aussi des médias privés qui sont en bloc contre ces manipulations. Mais c'est vrai qu'on est sur un chemin de remise en cause des règles de fonctionnement démocratique. Mais c'est quand même étonnant comment un pays comme la Pologne, et c'est vrai aussi pour d'autres pays de l'Est, parce que malheureusement la Pologne n'est pas le seul dans ce cas, on pense évidemment à la Hongrie de Viktor Orban, mais aussi par exemple à l'Autriche avec
avec cette montée quand même de l'extrême droite du FPO, élection après élection. Comment des pays qui ont connu quand même le régime communiste, qui ont connu l'oppression, peuvent aujourd'hui accepter l'autoritarisme? On a un peu du mal à comprendre. Est-ce qu'ils n'ont pas fait leur travail de mémoire? Ils n'ont pas fait leur travail de mémoire. La Pologne ne l'a pas fait. La Pologne ne l'a pas fait, même s'il y a eu un grand débat sur tel ou tel sujet. On se rappelle sans doute d'un énorme débat d'intellectuels sur la manière dont se sont comportés certains Polonais pendant la guerre vis-à-vis des Juifs. Il y a eu un vrai débat où le paradigme officiel, historique, celui de la Pologne martyre, héroïque, est tombé à l'eau parce qu'on a commencé à parler de certains Polonais qui étaient tout simplement des bourreaux. Il y a eu des débats. Mais sur cette période-là, de la table ronde, de la manière de sortir du communisme, il n'y a pas eu réellement de débats. Il y a eu surtout des accusations. Et ces accusations ont été peut-être assez mal repoussées par les acteurs principaux de cette période. Piotr Mościcki, justement sur le travail de mémoire, peut-être qui n'a pas été fait, qui expliquerait peut-être aujourd'hui que les Polonais se tournent vers des dirigeants politiques qui prônent l'autoritarisme. Et qu'ils l'acceptent, ils le veulent. Ils prônent surtout le nationalisme. Et le nationalisme, le populisme. Oui, je crois qu'il y a non seulement le travail de mémoire qui n'a pas été fait, mais les Polonais, après la chute du communisme, se sont retrouvés dans une situation, pas seulement les Polonais, tous les anciens pays communistes, dans une situation où pendant des dizaines d'années, ils étaient privés de leur vraie identité nationale. Ça n'existait pas. Il y avait l'internationalisme socialiste à l'époque. Donc, l'identité nationale de chaque pays ne comptait guère. Et après la chute du communisme, on leur dit « Ok, maintenant, on se fond dans une autre entité qui est l'Union européenne. » C'était, à l'échelle historique, c'était très rapide quand même. Et maintenant, je crois que pour une partie de la population, ce problème de l'identité nationale, de la fierté nationale par rapport aux autres, renaît et sciemment stimulé par le pouvoir pour leurs intérêts purement politiques. Et donc, ça joue très bien. Ça fonctionne en fait, finalement, parce qu'ils n'ont pas eu cette identité nationale durant toutes ces années sous le communisme. Il faut recouvrer notre identité nationale, donc on ne va pas se plier aux ordres de Berlin, par exemple. Un dernier mot, Georges Marc. Oui, ça se double aussi des problèmes sociaux et économiques, bien entendu. C'est-à-dire que toute cette période de très rapide transformation a fait qu'il y a des pans entiers de la population qui ont été laissés de côté du progrès, de la croissance, etc. Et ce sont souvent dans ces secteurs de la population qu'il y a le plus justement de nationalisme. Plus d'emprise sur le nationalisme. Exactement. Merci Georges Marc, merci Piotr Mościcki. Vous restez avec moi. On va tout de suite accueillir Anthony Saint-Gégé, tout ce qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux ce lundi. C'est Un œil sur les médias et c'est tout de suite. Bonsoir Anthony. Bonsoir Vanessa, bonsoir à tous. On commence avec cette visite surprise des agriculteurs français devant les domiciles de Stéphane Le Foll et Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Agriculture et ministre de la Défense. Oui, et c'est surtout la visite devant le domicile de Stéphane Le Foll qui a fait parler d'elle. Pourquoi ? Eh bien parce que des dizaines d'exploitations se sont réunies. En soi, la rencontre s'est bien passée puisque le ministre est sorti pour aller les voir. Mais c'est surtout cette photo qui a fait beaucoup parler d'elle. Regardez, celle de notre confrère de l'AFP, Jean-François Monnier. On la voit à l'écran. Alors, on voit un ministre la mine sévère, les bras croisés. Alors de quoi faire dire à certains que c'était une photo surréaliste, c'est ce que nous dit cet internaute. Autre réaction, eh bien, c'est celle de Thomas Vampouille qui nous dit « Quand ado, tu rentres à 3h alors que ton père avait dit minuit ». Et qu'il t'attend. Les autres internautes l'ont vu un petit peu en gros dur de la bande, en mode un petit peu gangster. C'est notamment ce que nous dit Tania, qui l'a vu en héros d'un groupe de rap, ou encore Laurent Dupin, voilà, pour ce détournement. Autre incarnation, j'ai envie de dire, dans une série Cauchemar en agriculture, où certains l'ont tout simplement vu dans un film. C'est le cas notamment de Cora Maroc dans La haine de Mathieu Kassovitz, ou encore C'est du béton, qui le voit plutôt dans le film Expendables avec Schwarzenegger, Chuck Norris ou encore Bruce Willis.
La réforme du travail qui continue de faire polémique en France avec la loi El Khomri. Oui, le projet de loi qui est emmené par la ministre du Travail, Myriam El Khomri, qui était d'ailleurs à Mulhouse avec le Premier ministre Manuel Valls ce lundi pour défendre son projet. Et c'est vrai que la droite reste plutôt silencieuse. La gauche et les syndicats, eux, manquent pas de se faire entendre. C'est le cas notamment de la Fédération socialiste de Mulhouse qui, en tweetant cette photo, a mentionné que la droite française était réunie. Ça donne une petite idée. Autre commentaire, Valls à Mulhouse, c'est un peu Thatcher à Manchester, ça donne une idée. Alors, il y a eu beaucoup de réactions. Toujours à gauche, ce député européen qui définit un projet de loi inefficace économiquement, catastrophique socialement et absurde politiquement. Toujours à gauche, la réaction de Danielle Simonet, la secrétaire nationale du parti de gauche, qui évoque une ubérisation à l'américaine et un triomphe du capitalisme sauvage. Alors, les internautes, eux aussi, ont réagi, notamment avec ce hashtag « Loi travail non merci », Kamel Bouchoucha qui nous dit « tout bénef pour le MEDEF », ou encore autre internaute qui nous dit « Il n'y a pas que les chatons qui ont du succès sur Internet. On sait que les vidéos de chatons tournent beaucoup sur le web. » 180 000 signatures en 48 heures. Il fait référence à cette pétition qui a été lancée la semaine dernière, en fin de semaine dernière, par le site change.org et qui a déjà recueilli, vous le voyez, plus de 240 000 soutiens. C'est énorme. Autre réaction, du coup, cette fois-ci du côté du gouvernement qui, face aux critiques et aux tollés provoqués, eh bien, a lancé ce vrai faux du gouvernement sur la loi El Khomri. C'était ce week-end. Alors, en quoi ça consiste? Eh bien, c'est un contre-argumentaire avec des propositions faites, enfin des affirmations faites et des tampons faux ou vrai, selon les cas. Alors, pas de quoi pour autant calmer les internautes, puisque certains définissent cela comme un mauvais coup de com', un coup de com' complètement raté. Pour d'autres, eh bien, c'est aussi un manque de dignité, c'est ce que nous dit cet internaute. Et puis, il y a ce journaliste de Libération, Luc Payon, qui a déjà relevé quelques incohérences dans le contre-argumentaire. On termine avec cette vidéo, une invitée du couple Obama à la Maison-Blanche, pas vraiment comme les autres. Non, et cette invitée, eh bien, c'est Virginia McLaurin, 106 ans. Et vous allez le voir, eh bien, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle était très heureuse d'être parmi les Obama. Regarde. On peut mettre le retour son ou pas? Dancing? Come on. So what's the secret to still dancing at 106? Huh? Just keep yeah. Come on. I would never live to get in the light. Well, alors c'est un extrait, c'est incroyable. 106 ans, pour la petite histoire, elle a 107 dans un mois. Ça vous donne une idée. Elle a la forme, on voudrait bien être comme elle. Elle a la forme. Alors pour la petite histoire, il faut savoir que cette vidéo a été vue des millions de fois sur Internet. Alors certains ont salué son enthousiasme, sa pêche. D'autres qui nous disent, eh bien j'aimerais bien être comme elle à son âge. Et puis pour la petite histoire, c'est en 2013. Elle s'occupait des jeunes handicapés. Elle a fait savoir qu'elle voulait rencontrer le président Obama. C'est désormais chose faite. Alors elle a rajouté à la fin de la vidéo, eh bien, que ce qu'il avait, bien sûr, elle ne pensait pas vivre de son propre aveu aussi longtemps pour voir Barack Obama. Elle était fière aussi de voir un président noir. Une vidéo qui, d'ailleurs, tombe en plein Black History Month. Vous savez, c'est ce mouvement, cette manifestation officielle qui vise à reconnaître eh bien, le rôle central qu'ont joué les Noirs américains dans l'histoire des États-Unis. C'est organisé depuis 1976. Merci beaucoup, merci. Anthony, on vous retrouve à 20h45 pour un œil sur les médias. Merci beaucoup Georges Minck, merci Piet Moschinski, merci à vous de nous avoir suivis. Très belle soirée sur France 24. Tout de suite le journal et je vous retrouve demain soir à partir de 18h, heure de Paris.